Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et pas romantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Cette interview a été enregistrée à quelques mois de la majorité de l'invité. Son consentement a été prononcé de façon éclairée et sans contrainte. Afin de respecter sa parole, et comme celle de tous les invités, son témoignage est anonyme. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast etc. J'ai entendu cette personne lors d'une manif et sa pancarte disait « Enfant trans ici, je vais bien, merci ». Sa prise de parole m'a tellement touchée que ça m'a confirmée dans l'idée de lancer mon podcast Queer Positif. Bonjour Alan. Bonjour. Est-ce que je peux avoir ton prénom et ton ou tes pronoms, s'il te plaît ? Alan et mes pronoms sont il, tout simplement. Ok. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Là, comme ça, je suis un homme transgenre. Et sinon, en termes d'orientation romantique, tout ça, je me pose pas trop la question. J'aime les gens. Je suis amoureux. Est-ce que tu veux bien nous préciser ton âge ? J'ai 17 ans. Ok. Et toutes mes dents. Parfait. Et on n'est pas que queer, évidemment. Et comment tu te définirais en tant que personne ? Je dirais que je suis quelqu'un d'empathique. J'aime bien être à l'écoute des gens, aider. Ça me fait plaisir quand je fais plaisir aux autres. Cool. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment tu occupes tes journées ? Là encore, je suis au lycée, en première, donc j'étudie, tout ça. Mais sinon, en dehors de ça, donc, je suis chez moi, donc je vois souvent mes amis, je fais du crochet, je fais de la cuisine. Trop bien. J'arrive à m'occuper. Et c'est quoi ta filière en première ? Alors, en première générale, donc, j'ai pris mes DSP scientifiques, donc maths, physique, chimie, SVT. Ok. Moi, j'y connais pas grand-chose avec les nouvelles spécificités, je suis désolée. Moi, j'ai fait un bac littéraire et du coup, les nouvelles spécificités, j'y connais rien. C'est rien. Je sais que c'est hyper compliqué pour vous, pour votre génération. Là, c'est vraiment, j'ai beaucoup d'empathie pour vous, pour tout ce qui est de Parcoursup et les spécificités et tout ça. La grosse réforme qu'il y a eu, c'est vraiment très compliqué. J'ai entendu des histoires atroces. J'espère que toi, tu le vis bien, tout ça. Pour l'instant, en première, il n'y a pas encore ça. C'est surtout pour les terminales où c'est un peu plus aléatoire, on va dire. Okay. Et ouais, ça a l'air dur. Du coup, le crochet, c'est trop cool aussi. Ça m'intéresse. En vrai, c'est facile. Il faut juste avoir de la patience et s'y mettre. Il y a énormément de ressources sur Internet. C'est pas compliqué à apprendre en soi. Après, on fait ce qu'on veut. Après, il n'y a plus de limite. Toi, tu fais quoi ? C'est quoi ta dernière pièce ? Donc là, par exemple, en ce moment, je fais une guirlande pour un ami. Ok. Mais avant, j'avais déjà fait des mitaines. Je commence à apprendre à faire des tapisseries aussi. Trop bien. Ouais, c'est plein de choses qui m'occupent. Trop bien. C'est plus des vêtements et des choses utiles que j'aime faire. Moi, le crochet, c'est un truc que j'ai du mal parce qu'il faut compter. Et du coup, moi, je fais de la broderie, tu vois, où je fais des t-shirts, je fais des messages sur des t-shirts, je fais des messages sur des sacs et tout ça. Mais parce que j'ai pas à compter. Je dessine et je repasse sur les traits, c'est tout. Et en dehors du crochet, quelles sont tes passions ? Mes passions, j'adore l'histoire. Ok. Même juste les sciences de manière générale, j'adore apprendre de nouvelles choses. Puis sinon aussi, il y a la cuisine. Ouais, tu disais la cuisine. Voilà. Par exemple, je fais du pain maison chez moi. Oh, trop donc bien. J'ai réussi à faire mon levain. Puis après, c'était il n'y a pas longtemps, donc j'apprends encore. Mais j'adore expérimenter, puis comprendre comment ça marche et
Puis après, tenter sans recette. Bon, j'y suis pas encore. Trop bien. Et en histoire, du coup, est-ce que tu as un contenu à partager par rapport à l'histoire? Moi, je sais que j'aime bien Charlie Danger sur YouTube. Est-ce que c'est quelqu'un que tu suis aussi? Non, sinon il y a Nota Bene, mais ça il est très connu. Ouais. Sinon, Hero.com pour Ouais. l'histoire beaucoup plus poussée. Ouais. Là, en ce moment, il fait une série sur les Mongols. Ok. Et genre une vidéo d'1 heure juste pour parler de l'enfance de Temujin, de ses 6 à 13 ans. Puis il y a encore un épisode d'1 heure pour son accession au pouvoir, etc. etc. Ou 1 heure et demie sur toutes les peuplades de la steppe. Enfin, c'est extrêmement poussé. Ouais, trop bien. Donc, voilà. Mais en fait, on a abordé Nota Bene, mais en fait, oui, il est peut-être très connu sur le monde de YouTube, on va dire. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent écouter ce podcast qui ne connaissent pas du tout Nota Bene et son travail. Ah oui. Alors, est-ce que tu veux en parler un petit peu? En fait, il fait plus de la vulgarisation simple, mais sur des sujets très très divers, donc des époques très diverses, des civilisations. Donc je pense que si on veut commencer à s'intéresser à l'histoire, ça peut être un très bon début. Okay. Parce qu'il fait quand même des vidéos assez poussées, mais en même temps assez très très accessibles. Ouais. On a la chance d'être accueillis par l'association LGBT de la grande ville la plus proche de chez nous. Pour garantir notre anonymat, je ne vais pas pouvoir la nommer, mais elle se reconnaîtra et on les remercie énormément. C'est un vrai support pour nous, cette association. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à LE. Alan, est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in et quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? C'est assez compliqué parce que disons que j'ai baigné, on va dire, dans les milieux LGBT, tout ça, dès que j'ai emménagé dans la ville, mais parce que donc j'étais au collège à ce moment-là, j'ai juste rencontré des personnes qui étaient bisexuelles, tout ça. Donc moi j'en avais entendu parler, mais vaguement, et ça relevait un peu du fantasme, du bizarre. Mais en soi, j'étais quelqu'un de très ouvert, ça me dérangeait pas, mais je trouvais ça très bizarre, du coup, forcément, j'arrêtais pas de faire des bourdes et on me prenait en fait le temps de me dire. De me corriger, non, parce que je faisais rien de mal, mais en fait, j'ai pris le temps en fait, à connaître, et puis en fait, ça a fini par être normal pour moi. Et du coup, pareil pour les personnes transgenres, encore une fois, il y avait les classiques où je me disais, oui, bon, ils sont bizarres, mais en même temps, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, et un classique. Mais en soi, c'est pas grave, et on apprend, et donc du coup, j'ai très vite côtoyé des personnes trans, que ce soit de mon âge, ou grâce à l'association dont on a parlé. Et en fait, du coup, je savais ce que c'était, mais sans plus. Enfin, je les connaissais en tant que personne, mais sans plus. Enfin, c'était normal pour moi. Du coup, souvent, on parlait forcément de la dysphorie, comment ça se passait, de la souffrance. Donc, j'avais beaucoup d'empathie pour ces personnes. En fait, j'étais vraiment le genre de personne à dire oui, voilà, ok, on est différents, je suis pas comme toi, mais je te soutiens à fond. Mais du coup, j'ai fait mon coming in pour venir au sujet. C'est compliqué. En fait, c'est assez flou. Peut-être au milieu de ma 3e. Okay. Et je pense que c'est vraiment du hasard. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une pote qui... soit souvent, on s'appelle par « Hey, mec, meuf » et tout. Et souvent, en fait, elle se trompait. Enfin, elle disait « mec », mais par réflexe, sans en faire gaffe. Et à un moment donné, un jour, je me suis dit « Tiens, tu peux continuer à m'appeler mec ?» Non, mais je suis pas bizarre, mais tu peux essayer. Pour essayer, pour voir. Trop et cool. Ça a un peu ouvert une porte. Et... Maintenant, je me sentais pas légitime parce que j'ai jamais eu de dégoût pour mon corps. Je me suis ok, j'ai toujours eu une fascination pour les garçons manqués depuis tout petit. Ok, j'avais peut-être un côté un peu pick-me je méprisais un peu les trucs trop girly. Alors j'adorais les robes quand j'étais plus petit en plus. Donc j'étais en mode oui, les filles qui se maquillent, elles sont trop superficielles, je suis trop pas comme ça en fait. Puis du coup aussi, dès le collège, je pensais être lesbienne aussi. Du coup, en fait, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible des clichés des filles. Donc j'étais, je suis féministe et tout. Et je me réfugie aussi pas mal dans un peu ce cliché de oui, la fille forte qui n'a pas besoin d'homme, indépendant, qui s'éloigne de tous les clichés. Ouais. Et je pense que c'est un peu symptomatique de tout ça, entre guillemets. Puis aussi, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à cela, que des souvenirs qui reviennent et je me dis ah oui, c'est pour ça. Une fois, j'avais 13 ans et on allait m'acheter des vêtements. Ouais. Donc à ce moment-là, je me posais aucune question sur mon identité de genre. C'était c'était pas du tout dans ma tête. Mais en même temps, les vêtements de filles, je sais pas. J'avais toujours cette obsession de vouloir être un garçon manqué.
Et à un moment donné, c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert un peu c'était quoi le drag, donc les drag queens et les drag kings surtout. Ouais. Et ça me fascinait ça aussi, cette esthétique, du coup, souvent c'est des femmes, mais souvent ça peut être des hommes trans d'ailleurs, mais souvent on a des femmes qui se travestissent en spectacle, sur scène. Ça me fascinait. Du coup, sur le chemin du retour, j'ai fini par dire à mon père, ouais, je crois que je veux me travestir. C'est peut-être ça mon premier coming out. Et maintenant, mon père, il a rien dit de méchant, il a juste dit, après, fais attention, je sais que t'as 13 ans à l'adolescence, tu veux forcément te démarquer, mais fais attention quand même, quoi. Et ça n'a pas donné plus de suite à cela. T'as fait un espèce de coming out mêlé à un Sans coming in. Sans faire exprès. C'est ouf. Oui. Sinon, autre chose, donc, avant que je me pose vraiment des questions, où j'avais donc, les cheveux au carré, tout ça, et sans faire exprès, je les ai arrangés en faisant une sorte de chignon en arrière, mais en laissant traîner un peu les... seulement un chignon avec les cheveux du haut, Okay. en laissant l'arrière. Enfin bref, Ouais. De toute façon, c'est un podcast que je peux pas montrer. Non mais je vois bien, tu as fait une demi-queue. Moi je fais souvent ça aussi. Une demi-queue, mais en chignon, j'adore le chignon. chignon. Oui, en man bun genre. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Et vraiment, je me suis vue dans le miroir, j'étais en mode « Oh !» Et je me suis trouvée beau. Donc vraiment beau, pas belle. Et en fait, ça a fait un truc dans ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que beau, belle, il y a une différence, mais pas seulement en genre et en nombre comme en français, il y a matériellement, je sais pas comment expliquer en fait. Mais voilà, je me suis trouvée beau, ça m'a fait bizarre. En plus, j'ai toujours la photo où je prenais trop un air blasé de gars mystérieux et tout, avec un t-shirt que j'ai piqué à mon père. En vrai, quand j'y pense, je souris. Et oui, t'es trop beau quand tu racontes ça. Tu souris, t'as un visage tellement heureux. Je te sens plein de paillettes dans ton intérieur, tu vois. Ah ouais. Désolée, je te fais un peu rougeur. Oui, c'est vraiment con, c'est tout simple. Et pourtant, je me posais pas tant de questions. C'était naturel. Mais voilà, pour moi, c'était en mode non, mais c'est juste que je suis une lesbienne. C'est juste que je vais être une lesbienne très masculine. Voilà, sans plus. Ouais. C'est vraiment plein de successions de choses. Je pense que cette obsession va vouloir ressembler aux garçons sans vraiment savoir ce que je cherche. Je pense que c'était aussi le fait de mon lesbianisme. Donc j'avais vraiment ce truc où j'affirmais vraiment le fait d'être lesbienne, tout ça. Mais je pense que c'était un peu aussi un côté vouloir imiter les gars. En fait, c'est un peu bizarre parce que du coup, je pense que ma logique, c'est que oui, la majorité des gars sont hétéros, donc pour leur ressembler, faut aimer les filles. Ouais. Par la logique, sans y réfléchir naturellement. Oui, bien sûr. Alors que je pense que ça aurait été, aujourd'hui, peut-être je me situerais plus en tant que bisexuelle ou pan, mais limite, j'assumais pas ça. J'assumais pas le fait d'aimer les garçons. Un peu comme les jeunes gays qui assument pas et du coup, disent être hétéro, clament haut et fort être hétéro pour pas qu'il y ait de suspicion. Ouais. Je pense qu'il y avait un peu de ça, mais inconsciemment. Plein d'autres choses. Après, je veux pas tomber dans le biais de confirmation. Il y a des petites filles qui sont des garçons manqués et qui restent des filles toute leur vie. Mais pour moi, c'était plus profond. Oh, faut que je te raconte ma première Pride. Tu vas rigoler. Hein. Alors, ma première Pride, j'ai baigné vraiment tout mon collège et mon lycée dans un environnement LGBTQIA+. Okay, mes meilleurs potes, ils étaient tous gays, vraiment gays et lesbiennes. Et c'était quand c'était en seconde. C'était en seconde. J'ai un pote qui me dit vas-y, on va à la Pride et tout, mais c'est d'une très grosse ville, donc il va y avoir du monde et tout. Je dis je sais pas, machin. Et puis ma mère m'a éduquée seule et m'a éduquée dans un contexte de confiance. En fait, j'avais le droit de faire ce que je voulais tant qu'elle savait où j'étais, avec qui j'étais, et donc je pouvais l'appeler à n'importe quel moment si j'avais le moindre souci. Et donc je décide d'aller à la Pride avec mon pote et j'étais tellement bloquée dans mon hétérosexualité que je lui disais mais comment je vais faire, moi j'ai rien à foutre là, je suis pas lesbienne et tout, j'ai vraiment rien à foutre là. Et il me fait mais attends, on va te faire un t-shirt. Et j'ai mis un t-shirt, tiens-toi bien, avec dans le dos il y avait marqué 100% hétéro, aucune ouverture possible. J'ai tellement honte de ce t-shirt. Je crois que je l'ai jeté à la poubelle vraiment pas longtemps après, tu vois. Mais j'ai défilé dans une grande ville avec ça. Mais franchement, t'as le droit de rire. Vas-y, mais franchement, je vois que tu te retiens. Mais vraiment, j'ai honte. Pour finir avec mon histoire, je pense que j'ai pris mon temps. Je pense que j'ai fait mon coming in au moment qu'il fallait. Contrairement à beaucoup de personnes trans qui malheureusement le savent depuis trop longtemps, mais ne peuvent pas s'exprimer.
Je pense que j'ai pris mon temps. Voilà, il y a plein, les choses se sont succédées. Ouais. J'ai vécu une enfance en tant que fille avec une famille que j'aime et qui m'aime, tout ça. Ça m'a plu. Voilà, j'en garde de très très bons souvenirs. Ça a jamais été, j'ai jamais senti d'étouffement ou d'enfermement. Ouais, j'adorais les robes, du coup je mettais des robes. Au fond, j'aime ça aussi. Mais si je mets une robe et que je dis que je suis un monsieur, ça va pas le faire. Tu sens que ça va pas le faire? Même pas que ça va pas le faire, c'est juste on va me dire que je suis une madame et bon, ce serait pas. Enfin, je vois pas comment je peux. Enfin, ça paraîtrait bizarre. Je pense que mon interlocuteur serait un peu. Aurait de quoi être surpris en mode comment ça? Je pense qu'il y a peut-être des contextes où on peut le faire et d'autres un petit peu moins. C'est ce que je me dis. Mais c'est ce que je me dis, même quand je suis seule chez moi, même j'y pense pas en vrai. Ouais. Je pense que j'attendrais peut-être de me sentir mieux ou plus tard, je sais pas. Enfin, j'aime bien l'idée. Peut-être que je ferais du drag, je sais pas. Ouais. Mais peut-être, voilà. Ça serait trop cool. En fait, j'adore les robes, mais un peu extravagantes, genre les corsets, le style victorien. On doit faire du drag juste pour avoir une occasion de monter sur scène, de m'inventer un personnage et de faire exactement ce que je veux. Trop bien. En fait, quelque part, je pense que ma transidentité, ça m'a permis d'assumer des parts de féminité. Oui. Tout à l'heure, je disais que justement, j'avais un peu un mépris pour tout ce qui était trop, trop girly, tout ça. Pourtant, je portais des robes, mais j'avais comme du mépris, en mode c'est trop superficiel, les filles, quand donc après les garçons et nanana, tout ça. Et aujourd'hui, je pense, les trucs, j'assume plus. Par exemple, j'aime les fleurs, j'aime le crochet, j'aime la cuisine, et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment. Ces stéréotypes de genre, on peut dire qu'on essaye de casser aussi, tu vois. C'est important. Il y a de ça, ouais. C'est important, vraiment. Enfin, je pense qu'on participe à ça aussi aujourd'hui en enregistrant le podcast. C'est aussi... tout est possible, en fait. Moi aussi, en tant que meuf cis, j'ai hyper envie de faire du drag, tu vois. Du drag queen, du coup. J'ai hyper envie de faire du drag queen. Et j'en profite pour me maquiller un peu outrageusement le plus possible, le plus de jours possible dans l'année, parce que j'adore ça, en fait. Et alors qu'avant aussi, je le recalais de fou, quoi. J'aimais pas du tout trop de maquillage, les couches de make-up, les couches de fond de teint, là, j'aimais pas ça du tout. Et aujourd'hui, je m'éclate avec mes yeux, avec ma palette, avec toutes les paillettes, là. Vraiment, c'est un moment où j'adore, quoi. La prochaine question, c'est pourrais-tu nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? Positif, je m'en souviens plus trop parce que dans l'idée d'un coming out, c'est un peu le truc au solennel ou en mode oui, papa, maman ou un ami, tout ça. Et on lui dit soit par message ou par appel, dire oui, en fait, j'ai un truc, j'espère que ça va pas trop changer entre nous. Ouais. Voilà, je suis gay, je suis trans, je suis lesbienne, etc. Et moi, j'ai pas trouvé ça parce que souvent, en fait, mes amis, ils étaient déjà trans, du coup, en fait, c'était limite. Je leur dis, ouais, je crois que je me pose des questions. En fait, ils étaient là depuis le début. Ouais. Les premières personnes, même les coming out où ça a été le plus positif, ils étaient là depuis le début. Depuis que je me posais des questions, depuis que je me sentais légitime ou non. Puis en vrai, c'était limite. En fait, on le savait déjà. Ouais, ils t'ont accompagné. Enfin, elles t'ont accompagné tout le long. En fait, c'est ça. Ouais, c'est les premiers à me dire que oui, mais après, c'est pas. Que tu te poses des questions. Vas-y, fais-le. Tu peux toujours retourner en arrière. C'est pas grave. Ouais. C'est explore et puis voilà. Enfin, tu fais ce que tu veux. Donc c'est vraiment. Puis les amis, je pense, c'est très important, surtout quand on est jeune pour un coming out, parce que c'est les premiers à qui on expérimente ou cette pote. Bon, je suis plus en contact avec et bon, je lui souhaite que du meilleur. Cette pote qui a continué à m'appeler mec quand je lui ai demandé de continuer à le faire. Elle a quand même énormément contribué à mes doutes, à mes questionnements, à répondre. Elle m'a aidée. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'était vraiment un coming out? Je sais pas. En fait, j'ai jamais senti la nécessité de faire des coming out parce que ils étaient déjà au courant avant moi, limite. Ouais, c'est cool. C'est super tout ça. Et dans ta prise de parole, du coup, lors de la dernière manif, tu as parlé de ton lycée et tu as dit je leur ai demandé d'essayer. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ça? Ah oui, il y a ça. C'est vrai que sinon, en coming out positif, dans plus sonalé, c'est vrai, il y a mon lycée. C'était ma prof principale, début de seconde. En fait, j'avais un peu une perspective, j'avais un peu peur quand même. Parce que avec les réseaux, c'est amplifié dans les médias, etc. Le fait que oui, on se fait tabasser parce qu'on est LGBT, tout ça. Après, je pense que ça décrit une réalité. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est amplifié à ce point-là? Donc, je pense qu'il y a une réalité. Surtout en ce moment, le climat est quand même assez anxiogène. Oui.
Mais voilà, c'est vraiment des choses qui restent en tête et qui peuvent un peu fausser notre jugement. Mais après, je sentais que mon lycée était quand même assez sécure sur ça. T'es dans un lycée dans une grande ville ? Oui, Okay. un lycée de centre-ville, donc il y a du monde de tout azimut. Ok. Après, je sentais que ma prof était assez ouverte. Et puis souvent, à la rentrée, les profs principaux nous distribuent des petits questionnaires où on nous demande voilà, c'est quoi nos matières préférées, là on a plus de difficultés, nos attentes pour la suite, et Okay. la fameuse petite case à la fin où voilà, si tu as quelque chose de personnel à me dire, écris-le ici. Donc je lui ai écrit ça. Donc un jour, cette prof m'a dit d'attendre à la fin. Et du coup, m'a demandé de m'expliquer, entre guillemets, mais en toute bienveillance. C'était quoi les mots que tu as écrits ? Je sais plus exactement. Je pense que je lui ai dit, je crois être. Je crois que j'ai écrit un truc, je crois être un garçon. Et j'aimerais bien qu'on m'appelle par il et par un diminutif. Parce qu'à ce moment-là, voilà, donc, j'ai commencé à me poser des questions au milieu de la troisième. Mais j'ai préféré donc commencer à montrer, à expérimenter ma transidentité, donc ma transition au lycée. Parce que je me suis dit, voilà, il y a peu de chances que je tombe sur des gens avec qui j'étais au collège. Du coup, il n'y aura personne qui me connaîtra. Je pourrais arriver incognito, donc je pourrais vraiment commencer sur de nouvelles bases. Voilà, je voyais vraiment le lycée comme un terrain d'expérimentation. Okay. Où je me disais, voilà, personne ne me connaît, c'est le moment de tenter, et on verra. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la veille, vraiment la veille, voilà, j'ai demandé à une amie de me couper les cheveux donc en cours, parce que j'avais pas l'argent pour le coiffeur, et mon père aimait trop mes cheveux longs, du coup il voulait pas me les couper. Et j'avais acheté mon premier binder à l'association où on est actuellement. Okay. Donc un binder, c'est une sorte de brassière qui permet en gros d'aplatir la poitrine. Donc voilà, c'est très compressif. Ça dépend. Moi j'ai un petit torse, donc ça va. Mais oui, pour les plus gros torses, surtout pour les plus gros torses, et même juste pour tout le monde, c'est pas plus de 8 heures par jour. Je sais que c'est très dur. Ne dormez surtout pas avec. Faites attention, écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez mal au dos, enlevez-le, parce que ça. Apparemment, il y a des gens, ça arrive que ça peut fêler des côtes et tout, si c'est mal porté ou si on prend la mauvaise taille. Merci pour ça. Prenez ça au sérieux, par pitié. C'est peut-être le moment aussi de parler du Wikitrans. Du coup, c'est un site internet qui regorge de bonnes ressources et de ressources complètement safe qui ont été vérifiées scientifiquement avec des personnes concernées pour des personnes concernées. Et par exemple, si vous avez des questions sur la transidentité, peut-être au lieu de les poser aux personnes concernées qui elles-mêmes se questionnent, peut-être allez vous éduquer par vous-même sur ce site-là, posez vos questions à ce site-là et le site ne fera pas de crise d'angoisse par la suite, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un outil parfait, donc Wikitrans. Et je profite pour glisser aussi un autre outil. Il y a un super illustrateur qui s'appelle Laurier The Fox, que j'ai pu aussi rencontrer à l'association où on est, qui a écrit différents livres, et notamment un livre qui s'appelle « J'ai un ami trans et ou non-binaire », avec une autre personne qui s'appelle Alex. Et en gros, chaque page est une petite mise en situation avec une personne trans ou non-binaire, et comment on peut agir mieux, ou comment on peut réagir mieux surtout. Et c'est vrai que cet outil est très 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 précieux. Donc c'est Laurier The Fox. Ta prof principale, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a accepté d'utiliser ton pseudo, tu disais ? Oui, direct, mais en fait c'était un diminutif juste de mon nom de naissance. Okay. Parce que quand j'ai commencé ma transition au lycée, j'avais pas de prénom, donc j'ai juste changé à dire l'extérieur. Okay. Et du coup au début, mais en plus au début de mon expérience, déjà je pensais être un peu non-binaire entre les deux, parce qu'en fait je me disais vu que je ne coche pas toutes les cases d'un trans typique, donc ça veut forcément dire que je suis entre les deux. Le concept du spectre. On débute, donc voilà. Après, je me suis vite rendu compte que je me genrais toujours masculin, que je préfère être considérée comme un homme et non comme une personne non binaire, donc entre les deux ou en dehors, etc. Donc j'ai fini par sortir de mon déni puis me dire mais bon, c'était pas encore ça. Ouais. Mais du coup, ça pour dire que j'avais pas de prénom et que j'ai un peu dans une optique où je voulais pas changer grand chose. Je pense que j'avais déjà peur en fait d'inquiéter mon entourage, parce qu'à ce moment-là, du coup, je leur ai rien dit. Ouais. J'ai expérimenté, je préférais être sûre à 100% avant de faire des coming out. Et du coup, j'avais pas de prénom. Mais du coup, je me disais, c'est pas grave, parce qu'en vrai, je l'aime bien, mon prénom de naissance. Après, le souci, c'est que c'est un prénom de fille, mais vraiment. Okay. C'est pas comme Morgane ou Alexis ou
On peut... non, c'est... Ou Camille. Non, c'est foutu. Moi, je m'appelle Pauline, hein, c'est clair qu'on ne peut pas faire passer ça. J'avoue, être un garçon qui s'appelle comme ça, c'est... C'est pas facile. Non. Je comprends. Un garçon avec un prénom de fille, bon, bref. J'en profite pour glisser à toutes les personnes qui sont pas au courant non plus. On va pas demander le dead name d'Alan. C'est vraiment pas cool et c'est vraiment pas correct si une personne ne souhaite pas le donner. On va pas du tout le demander, donc c'est pas la peine d'attendre la suite. Encore, mon rapport au dead name en soi, il est pas compliqué. Et en fait, j'ai aucune honte de le dire. J'ai jamais voulu le cacher. Et donc c'est ce que j'ai fait au début, sauf que ça a été utilisé pour me blesser. Donc en fait aujourd'hui ça a pris une autre connotation. Et puis même c'est... je pense que les personnes trans auraient beaucoup moins de soucis à divulguer leur dead name si c'était pris comme une info mais au pif. Ouais. Par exemple, exactement comme dire j'avais à 4 ans j'ai eu la varicelle. Ouais, c'est clair. Soit c'était quand on avait 4 ans ou c'était avant quand on était enfant et c'est pas grave. Mais ouais, c'est un prénom juste qui nous définit plus et on va pas en faire un objet de fascination. Sauf que malheureusement, en fait, c'est trop utilisé pour nous blesser. Donc ça a pris une connotation négative malgré nous. Donc ouais, mes amis proches et tout, ils sont au courant. Je leur ai jamais caché. De toute façon, ils me connaissaient d'avant. Oui. Et voilà, en fait, j'ai aucun souci. Toi, si une personne voit sur ma carte d'identité, par exemple, voilà, mon dead name, moi, je verrai pas de souci en soi. Oui. J'avoue, souvent, du coup, c'est en mode merde, je suis désolée et tout. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Justement, c'est ça. On s'excuse rapidement et puis on passe à autre chose rapidement. Voilà. Ou même, par exemple, quand vous êtes face à une personne trans qui vous a fait son coming out direct, c'est pas la peine de vous morfondre en excuses, en aucun point. Non, j'ai utilisé ton dead name, je suis désolée. Non, juste tu corriges. Limite, même pas besoin de s'excuser, juste tu corriges comme si c'était rien n'était et on oublie. Ouais. Et puis franchement, même à force, on a quand même grandi avec. Donc plus ou moins longtemps, moi, voilà, ce nom, je l'ai porté, il me définissait jusqu'à mes 14-15 ans. Ouais. Et de toute façon, des fois, on m'appelle toujours comme ça, à la maison, tout ça. Et au début, ça me faisait du mal, mais là, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. Je me retourne de moins en moins quand même. Mais voilà. Est-ce que tu te retournes par militantisme, on va dire ? Tu te retournes pas par militantisme ? Ou tu te retournes pas parce que juste ça te parle plus ? Au début, c'était ça. Puis pour pas céder aux provocations. Ok. Et puis après, en fait, c'est juste l'habitude. Ouais, dans les endroits où je me sens vraiment entier, c'est par... on m'appelle Alan et je suis Alan, tout simplement. Oui. Donc voilà. Et c'est aussi le but de ce podcast-là, c'est de dédramatiser aussi, et quand on parlait tout à l'heure en off, d'enlever tout ce misérabilisme autour de la transidentité. Le dead name, effectivement, on ne le demande pas, mais toi, tu vis hyper bien son utilisation encore par ta famille, et c'est cool en fait, et tant mieux, et je souhaite que tu sois heureux, et en fait, ce serait super que les personnes qui utilisent ton dead name passent à ton prénom choisi. Mais en fait, là, en ce moment, on est là. Et c'est OK. T'as l'air d'être OK ? Oui. C'est ce que tu disais ? En fait, après, c'est un rapport personnel. Il y en a d'autres aussi qui ont vécu, donc qui ont beaucoup moins vécu leur transidentité que moi. Tout à fait. C'est pour ça que, OK, je suis dans ce podcast, je parle de mon histoire. Mais voilà, je suis une personne trans parmi tant d'autres. Oui. Je ne représente pas tout le monde et ce n'est pas mon but. Chaque transition, qu'elle soit médicale, administrative ou sociale, est différente. Et chaque transition est différente comme pour chaque personne. On est tous et toutes différents et c'est ça qui fait une société riche, en fait, je trouve. C'est quoi une personne transgenre ? Je pense avec le temps, la définition un peu que j'ai gardée, c'est juste une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance et qui est heureux ou heureuse juste dans le genre voulu, dans le genre ressenti, le genre le genre qu'on est en fait tout simplement. Tout à fait. Voilà. Donc oui, des fois souvent ça engendre des souffrances, etc. Parfois non, des fois un peu. Des fois ça engendre des souffrances seulement sur 2-3 trucs. Ouais. Parfois non. Et... En fait ça en est différent. En fait je pense que la définition elle est très simple, très 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 basique. Et puis après par contre chacun y apporte sa spécificité. Tout à fait. Et puis, on a aussi découvert l'euphorie de genre. En fait, je pense que c'est ça, justement, c'est l'euphorie de genre qui définit les personnes trans. Pas la dysphorie, pas la souffrance. Donc la dysphorie, c'est vraiment ce sentiment dont ça cause de la dépression, de l'anxiété.
vis-à-vis de la manière dont on est perçu, que ce soit à cause de son corps, à cause du genre auquel on se réfère quand on nous parle, etc. Ouais. Par contre, il y a l'euphorie où, c'est les moments où on est... En fait, pour moi, l'euphorie de genre, c'est vraiment... on se sent entier. Voilà, je parlais de cette photo, donc de cette fameuse fois où j'ai arrangé mes cheveux, où du coup, la première fois de ma vie, ou même avant que je me pose des questions sur ma transidentité, où j'ai essayé le binder d'un ami. Ouais. Du coup, je me suis aplatie la poitrine pour la première fois, mais c'était juste pour essayer, juste par curiosité. Et vraiment, le sentiment, je sautais partout, j'étais comme une puce. Trop bien. Et maintenant, je faisais pas là avec la transidentité, parce que pour moi, forcément, c'est de la souffrance. Et voilà. C'est les images que tu en avais ? Exactement, en fait. Ok. À nous de construire des images positives, justement. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on est en train de faire. Et merci de nous écouter pour ça. Vraiment, j'ai omis une partie de la question tout à l'heure et je pense que ce serait le moment de la ressortir. C'est comment tu te ressources quand tu as des petits moods négatifs, tu vas pas très bien. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Voir des amis. Ouais. Donc, puis, en fait, juste pour oublier, ne pas en parler. Sinon, je fais du pain. Ouais. Parce que en fait, quand on pétrit et qu'on a des envies de violence, je pense que c'est un bon moyen de se défouler. Parce que souvent, quand on pétrit à la main, il faut le faire pendant 20 minutes. Et après, au bout d'un moment, on oublie et on n'en parle plus. Ouais. Sinon, j'essaye de penser à autre chose. Ou sinon, j'essaye de m'informer pour m'armer. Par exemple, quand j'ai affaire à de la transphobie, quand je vois des gens étaler leur ignorance, que ce soit sur les réseaux, au Sénat, à la télé. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est juste me dire, ok, eux, c'est des adultes, eux, ils sont grands. Mais moi, je vais juste prendre le temps d'aller chercher des études. Je vais me casser le cul à lire 120 pages en anglais. Bon, je les lis en diagonale, j'avoue. Mais je vais aux pages qui m'intéressent. Je ne regarde pas la méthodologie, sur combien ça s'appuie. Je remercierai jamais les gens qui prennent le temps de vulgariser ça pour publier ça sur Instagram. Je vous aime. Oui, donc, merci Lexi, entre autres. Merci Morgane Noam. Oui, et puis plein d'autres. Oui. C'est ce qu'on appelle des méta-études. En gros, une méta-étude, c'est un assemblage de plusieurs études qui ont été faites, qui ont été vérifiées, avec la méthodologie, etc. Okay. Et en fait, ça me rassure. Après l'enregistrement, Alan a souhaité ajouter quelques informations sur cette étude. L'étude en question a été faite sur un échantillon de 27 715 personnes trans des États-Unis en 2015 qui ont transitionné au moins socialement. Elle démontre que 8% arrêtent temporairement leur transition à cause de pression de la famille et de discrimination et qu'au final, parmi tout l'échantillon, seul 0,4% réalisent que la transition n'est pas faite pour elles. Merci pour cet ajout, Alan. En fait, juste des gens qui prennent le temps de prendre des études et qu'il y en a, ils sont écoutés, on leur donne la parole, on leur donne une légitimité, ils disent des conneries. Ouais. Mais en même temps, du coup, moi, je me sens puissant. Je me dis, moi, j'ai pris le temps de regarder, ça m'a pris, 2 minutes. Ouais. Voilà, quoi. Pourquoi faire En même temps, si c'est ça qui est un peu effarant, c'est que moi, j'ai 17 ans. Ma priorité, c'est d'avoir mon bac, de savoir ce que je veux faire plus tard. Puis j'aime bien aussi me casser le cul à envoyer deux paragraphes argumentés sur les réseaux pour dire aux gens, ok, tu dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est quoi ? J'ai vu et j'ai pris le temps de te répondre. Spoiler alert, ça ne sert à rien, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais moi, ça me fait plaisir. C'est pour moi que je le fais. Faut pas le faire pour eux, faut le faire pour soi. C'est ça. Est-ce que tu choisis de mettre ton énergie ? Ouais. En fait, tout ça pour qu'on me réponde, oui, mais le lobby trans, ils ont dû payer les universités pour... Ouais, vas-y, va te faire... Il y a une expression que j'aime bien, c'est « va te faire cuire le cul ». Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. C'est assez hallucinant, l'énergie qu'il faut pour réussir à se maintenir calme face à des discours ultra transphobes, LGBTQIA+, phobes. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Des discours assez hardcore de personnes qui... En fait, toutes ces personnes qui disent n'importe quoi, Jacqueline Eustache-Brio qui, quand elle introduisait sa proposition de loi pour interdire toute transition aux mineurs, qu'elle disait que oui, la majorité, par exemple, c'est des jeunes filles qui ont des complexes, du coup elles transitionnent, ou des filles lesbiennes qui veulent être des garçons hétéros pour m'être acceptés, qui disent juste n'importe quoi. C'était purement idéologique. J'ai vu en direct la retranscription au Sénat. Ok. Et... en fait, ce genre de personnes, d'un côté, je ne suis que paye amour. J'ai envie de les inviter, de leur dire, venez, on prend le café. Je le paye, de toute façon, j'ai les moyens, mais voilà. Si tu veux, je te paye le café.
Et voilà, je te raconte mon histoire. En fait, ouais, je prends le temps en fait de leur dire que... oui, juste de montrer c'est quoi arrêter une personne trans, c'est qu'il n'y a pas quoi s'affoler, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, puis en plus, en voulant faire le bien, vous faites pire. En propageant de la désinformation comme ça, vous brisez littéralement des familles. Je pèse mes mots. Complètement. Moi, ce qui m'empêche aujourd'hui de faire mon coming out, ce qui me retient de le faire aujourd'hui, c'est l'inquiétude. J'ai de la chance, vraiment, j'ai beaucoup de chance avec ma famille. Je les aime, je sais qu'ils m'aiment pour ce que je suis. Mais c'est juste que, voilà, forcément, une personne trans, déjà, on n'entend pas parler. Donc, là, c'est nouveau. Et c'est déjà quand même dur à encaisser, surtout que, oui, comment ça, ma petite fille ou ma nièce ou ma fille veut devenir un garçon ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Si on ajoute par-dessus un discours alarmiste en mode oui, les mutilations, ils regrettent tous, Big Pharma et puis il y a les lobbies, puis il y a la propagande, puis il y a les réseaux sociaux qui influencent, puis enfin voilà, par exemple, pendant cette fameuse transition au Sénat, t'as quand même un sénateur LR, je sais plus son nom, je l'ai noté mais je sais plus, quand même qui disait que oui, on peut pas laisser des jeunes qui passent leur temps sur TikTok à manger des frites prendre ce genre de décision. C'était hallucinant. C'était le cliché. Moi, du rec qui dit que ouais, c'était mieux avant les jeunes et voilà, c'est effarant. Ouais. Et donc forcément, ça met, les familles elles s'inquiètent. Parce que Bien oui, sûr. forcément, qu'en premier degré, il y a quelqu'un qui me dit que oui, il y a de la propagande LGBT, on veut forcer vos enfants à faire des opérations pour changer de sexe. En tant que parent, je pèterai un câble. Si j'y connais rien et qu'on me présente ça comme la vérité, tout ça, évidemment que je me mettrai en colère. Évidemment que je ferai tout pour empêcher ce fléau et pour protéger mes enfants. Parce que c'est ça l'argument. Ouais. Et c'est comme ça, vous brisez des familles, littéralement. Donc moi, j'ai de la chance, je sais qu'ils m'aiment. Mais en même temps, je les inquiète. Voilà, donc après, ma famille, ils sont au courant. Mais j'ai pas encore officialisé le truc. Donc ils savent, mais en même temps, il n'y a rien qui est mis en place réellement. Et en fait, j'aimerais bien en fait, juste qu'ils ne s'inquiètent plus. En fait, ce qui me fait peur, c'est de les inquiéter. J'ai envie de faire une transition en plus médicale. Même si au début, j'envisageais pas, parce que je voulais pas les inquiéter. Après, je me suis vite rendu compte que en fait, je comptais faire... Mon plan, c'était de faire une transition bricolage. Donc me dire, ok, je mettrai une fausse barbe, une fausse moustache. Puis après, j'irai chez l'orthophoniste pour la voix. Après, je ferai beaucoup de muscu pour avoir les épaules. Puis, en fait, moi, c'est vraiment du bricolage. Et plein de petits accessoires comme ça. Ouais. Tout ça pour avoir les effets d'une transition hormonale, en fait. Donc je me suis dit, pourquoi s'embêter ? Et est-ce que honnêtement ma famille se sentirait mieux si je fais une transition où je vois 15 personnes différentes, où je dépense des 100 et des 1000 dans 20 000 trucs différents pour me sentir mieux ? Mais en fait, je suis parent aussi. Et en fait, quand on décide de devenir parent, on signe la case « je serai inquiet ou inquiète toute ma vie ». C'est comme ça. C'est implicite. C'est pour ça, moi, je leur en veux pas. Désolé, mais on sera inquiet à vie. Et en fait, est-ce que c'est pas plus important de s'inquiéter que tu sois heureux ? Il y a une analogie en fait que j'aimerais beaucoup partager vis-à-vis de la transition. Et du coup aussi que moi je m'adresse particulièrement du coup aux jeunes qui ne se sentent pas forcément légitimes, que ce soit pour la transidentité ou autre chose, parce qu'ils cochent pas forcément toutes les cases, etc. Tous les prérequis auxquels on peut s'attendre. Oui. Je fais un peu l'analogie avec notre âme sœur ou l'amour de notre vie. Je pense souvent, je sais pas, par exemple, je peux m'adresser à toi. Je pense que, j'imagine que tu aimes ta femme. Oui. Mais du coup, je sais pas, est-ce que avant de la rencontrer, tu étais malheureuse parce que tu ne l'avais pas rencontrée ? Bah non. Voilà. Mais du coup, par exemple, au moment où tu l'as rencontrée, je pense que t'es mieux, t'es heureuse d'être avec elle. Et je pense pour rien au monde, tu voudrais retourner en arrière. Oui. Donc, tout à fait. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut mener notre vie sans forcément se poser des questions et savoir qui on est réellement et tout. Mais une fois qu'on le découvre, pour rien au monde de retourner en arrière. C'est pas parce que avant c'était pas si mal que ça que ça peut pas être mieux. C'est très beau ce que tu dis, merci beaucoup Alan. C'est comme ça que je vois ma transidentité. C'est ok avant, j'étais contente d'être une fille, d'être dans le club fille, on va dire comme j'aime le dire. C'était sympa, mon enfance en tant que fille, mettre des robes, faire les princesses, tout ça. Franchement, j'adore avoir une robe. J'ai beaucoup d'exigences en termes de robes. Genre les robes, j'aime que les robes longues et celles qui tournent. Ah quand ouais. on tourne et qui sinon c'est ça ou rien. Je suis bien d'accord, j'ai actuellement une robe longue qui tourne. Ouais. Bref. Et tu vois, donc j'ai adoré, j'étais pas malheureux. Mais voilà, maintenant que je sais ce que je suis, que je suis Alan tous les jours, je suis Alan en fait tout simplement. Pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière parce que je me sens je suis comme ça en fait.
voilà, même. En fait, je suis juste mieux. Mm. On n'a pas besoin d'être malheureux pour être nous-mêmes. Genre, vas-y, prouve-nous que tu veux. T'es assez malheureux, c'est bon? Ok, t'es trans. Ouais, exactement, en Non, fait, ça, non, vas-y, prouve-nous que. c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. Prouve-nous que tu souffres vraiment, que tu mérites vraiment ça. Ouais, c'est clair. pense Je vais que- faire l'analogie aussi avec le handicap parce que du coup, moi je suis handicapée et j'utilise un fauteuil roulant, mais pas tout le temps. Et en fait, je peux pas marcher longtemps et j'utilise aussi un bâton de marche. Je trouve ça plus pratique qu'une canne. Et effectivement, en fait, en fait, tu marches, c'est possible. Quand je me lève, c'est pas un miracle, quoi. Et ouais, effectivement, ouais, c'est possible. C'est possible. Et j'ai pas besoin d'être au bord du gouffre pour utiliser un fauteuil roulant, en fait. Non, ça me permet juste d'aller plus loin, quoi. En fait, là, ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on dit là, c'est ce qu'on ressent maintenant, tout de suite, à l'instant présent. C'est ça. On est début juin 2024, tu as 17 ans. Peut-être que tes idées changeront plus tard, peut-être que tu auras des expériences de vie qui changeront. Et là, c'est là tout de suite comment on se ressent. Et c'est pour ça que j'aime bien nous positionner dans l'instant présent. Question prochaine. As-tu une histoire en lien avec les études et avec ta queerness qui soit positive? Tout à l'heure, on a parlé de ta prof principale à qui tu as ouais. demandé d'utiliser ton pseudo. Quelle a été sa réaction? Est-ce que ça, c'est une histoire que tu peux raconter? Oui, en fait, elle était vraiment très bienveillante et j'avais pas besoin de lui expliquer grand-chose. En fait, elle était informée. Elle me disait que oui, bon, voilà, ça arrive pas tous les jours, mais il y a quelques années, de temps en temps, oui, il y a un élève qui fait ce genre de demande. Du coup, elle a l'habitude, entre guillemets, même si c'est rare. Ok. Et en fait, ça s'est fait, ça a coulé de source. J'ai pas eu besoin de faire un monologue ou expliquer le comment du pourquoi. C'est, me dit, bah ok, on fait ça. Trop bien. Et plus tard, elle a même transmis le mot aux autres profs. Ouais. Du coup, sans que même j'étais les voir directement, ils le faisaient. Tu as commencé à aborder le misérabilisme, du coup, et ça correspond bien à la prochaine question qu'on voulait aborder. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? En tant que personne trans, vous avez souvent l'image de il faut avoir souffert pour être trans, on en a déjà parlé. Et non, en fait, l'euphorie de genre, ça existe. On peut être un enfant trans ici, je vais bien, merci, comme tu le disais sur ta pancarte. Ouais, je suis très fière de cette pancarte, si ça pourrait être un slogan repris dans toute la France, dans le monde entier. Non, bon, j'exagère. Il est incroyable ce slogan. Puis n'hésitez pas à mettre en avant le positif. Même quand vous souffrez et tout, je pense... après... je préfère prendre tes pincettes parce qu'encore une fois, j'ai pas souffert de dysphorie. J'ai jamais été particulièrement mal vis-à-vis de ma transidentité. Donc voilà, j'y connais rien. Mais je pense, même si c'est dur, il y a des souffrances, n'hésitez pas à mettre en avant. Juste pour montrer à la société entière qu'on n'est pas que ça, pas que des choses fragiles, débiles quelque part. Parce que je pense que c'est ça aussi l'image qu'on garde, c'est que oui, vas-y, il souffre pour un rien en fait. Juste montrer qu'on peut être heureux malgré ça. Avec ça. Et avec ça. Ouais, malgré ou ouais, ça y a une subtilité, c'est vrai. Ouais, on peut être heureux en fait, tout simplement. Tout à fait. Et voilà. C'est l'essence même du podcast en fait. Ça s'appelle etc., un podcast positif, un podcast queer positif pour que justement on montre que c'est possible et en fait t'es la preuve vivante qu'on peut être un homme entre parenthèses, on s'en fout, transgenre et heureux en fait. C'est ça. On va aller sur l'avant-dernière question. Est-ce que tu as des ressources culturelles, qui soient des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta à nous recommander, qui soient queer et positifs? J'ai un compte qui me vient pas mal en tête, donc c'est Appelle-moi Sam. Ah oui, mais merci. il est incroyable ce mec. Oh, je l'adore. Donc je l'ai suivi un peu avant ma transidentité. Je sais plus quand j'ai commencé à suivre, je suis tombée sur ses vidéos sur Insta. Et c'est seulement après que j'ai commencé ma transition que j'ai compris que c'était un homme trans. Et du coup, j'étais en mode, ah bon? Oui. Et mais parce qu'en fait, il parle pas que de ça. Et en fait, oui, c'est juste un... Donc ouais, c'est un peu un Instagrammeur / influenceur, on va dire. En fait, je crois, il me semble qu'il vit de ça, mais je suis pas sûre. Mais en fait, il raconte sa vie, quoi. Donc il parle... il parle, je sais pas, il parle de son chat, il parle de ses relations amoureuses, il parle de ses amitiés. Beaucoup de cuisine, c'est ça que c'est surtout pour ça que je suis là. Puis il a un compte dédié à la cuisine. Oui. C'est ça. Elsie Lalou, ça s'appelle, je crois. Ouais. De toute façon, c'est en lien, donc allez voir sur son compte. Ouais. Et il partage que de la positivité. Et en fait, c'est un homme trans qui, son message vis-à-vis de sa transidentité, c'est qu'il dit, ouais, bah voilà, j'ai fait une transition médicale, tout ça. Mais en même temps, ouais, c'est pas parce que je me sentais mal dans mon corps, c'est juste que j'étais plus heureux comme ça. En plus, vraiment, le post qui m'a le plus percuté, c'est quand
il parle du fait que oui, alors qu'il il a gardé sa poitrine et il compte pas se faire opérer pour ça. Et il est très bien avec. Carrément. Ça n'empêche pas d'être trans, etc. Et ça fait énormément. Ça m'a fait une gifle. Je me suis sentie tellement bien après ça. Et puis en fait, j'adore en fait, ce qu'il dégage. En fait, parce que, ok, il parle pas que de transidentité, mais en fait, il parle de sa vie. Puis voilà. Puis en plus, il publie du coup des recettes véganes. Donc pour les véganes, ça vous intéresse. Ou juste les gens qui ont envie de cuisiner plus de légumes. Voilà. Trop bien. Ouais, on l'adore. On l'adore, Appelle-moi Sam. Et j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on parlait aussi de stéréotypes de genre. Et Appelle-moi Sam, donc c'est un mec qui fait de la pole dance avec des talons de 18 cm. Oui, il est trop classe. J'aime trop, en fait. Il est Puis incroyable. Il fait du drag, et du coup, il fait aussi du maquillage, il se colore les cheveux, il s'en fout. En fait, il a trouvé sa propre masculinité. Et c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup identifiée. Alors, c'est pas pourtant que je veux être exactement comme lui. Mais en fait, avec son compte, il m'a montré un champ de possibilités quasi infini, je trouve. Ouais. Merci beaucoup pour son travail. Ouais, après, il est même pas tellement dans le militantisme en tant que tel. Juste, il parle de sa vie. Et c'est tout. Je pense que c'est sa forme de militantisme aussi, peut-être. C'est ça, en fait. Et c'est peut-être un peu ce que je fais quelque part en parlant de mon histoire, en fait. Merci, c'est exactement ça. Là, on est en train de militer. Ouais. Pour moi, c'est important aussi de se le dire. Ouais, On va faire la dernière question. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander, qui soit queer et une histoire positive à me raconter? Donc, je pense notamment à Riley. Première femme trans que j'ai rencontrée de ma vie. Donc, j'ai rencontré l'association de ma ville. Puis après, je ne l'ai plus vue. En fait, c'était juste une personne, moi, je voyais, elle s'appelait Riley, je voyais quelle tête elle avait, mais sans plus. C'est que quand j'ai commencé ma transition, où on est amené à se croiser plusieurs fois et on s'est un mois approchés. Donc, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. C'est vraiment une personne incroyable. Elle peut dire des choses tellement intelligentes. Mais vraiment, que ce soit quand elle parle de l'espace, d'histoire, de fusée. Et en même temps dire le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu, mais je l'aime. Oh je veux la rencontrer. Si tu es d'accord, Riley, tu es la bienvenue. Non, franchement, l'humour trans, il est incroyable. Il faut juste avoir les références. Mais, voilà. C'est aussi que j'aime pas aussi le côté victimaire où oui, on peut pas faire de blagues sur les trans parce qu'ils vont tout prendre mal et tout. Quand vos blagues elles se passent sur nos organes génitaux ou sur le fait qu'on est des pervers ou qu'on est des bizarres, on va pas le prendre bien. Pourtant, on a de l'humour, vraiment. Les femmes trans, souvent, c'est des informaticiennes. Je sais pas si c'est une étude statistique, mais putain, il y en a beaucoup qui sont soit informaticiennes, ingénieurs informatique, ou soit qui s'intéressent à ça, ou soit font du coding en dehors pas en tant que métier, mais en tant que hobby. Bisous Lisa. Ah oui, Riley, elle fait des mods sur des jeux vidéo très très compliqués de simulation de fusées qui sont utilisés pour recruter à la NASA. Il y a que les femmes trans pour faire ça. Et putain, je trouve ça... Voilà, tu rigoles, je trouve ça hilarant. Ça, c'est un cliché drôle. Merci pour tout, Alan. De rien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Après à peu près 1 million d'essais, de différentes manières, je me fais systématiquement bannir par Instagram. En attendant que ça fonctionne, pour toutes vos questions, je vous renvoie vers mon mail en description, podcast.etc@gmail.com. À bientôt, j'espère.